Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Étole Améliorer vos performances, organisé par Technique de l'Ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par André Maillard, expert référent mise en forme d'Étole au CETIM. Le webinaire durera 1h30. Il y a 1 heure de présentation et 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Très bien, bonjour à tous. J'enlève ma caméra. Donc, nous allons démarrer sur ce web découverte dont le thème c'est la mise en forme des tôles pour, comme on le souhaite tous, améliorer nos performances. Donc, comme cela vous a été dit, j'appartiens au CETIM, à l'équipe découpage emboutissage. Je suis dans cette équipe expert référent en mise en forme des tôles. Je dois ça en particulier à mon ancienneté. Comme dans beaucoup d'entreprises de découpage emboutissage, une partie du savoir-faire vient de l'expérience. On en parlera probablement dans cette présentation. Pour situer un petit peu le contexte, aujourd'hui, on est dans un marché toujours plus concurrentiel. On ne peut pas dire que la pandémie a calmé les choses. Au contraire, je pense que la reprise montre que la bagarre continue. C'est une bagarre mondiale dans le domaine du découpage emboutissage. Et donc, on a tous besoin de s'améliorer continuellement, et notamment dans le domaine des compétences. Donc, c'est le cas de ce que font la plupart des entreprises de découpage emboutissage. On ne se contente pas d'essayer de produire, mais on essaye également de proposer de nouvelles choses, quelque chose qui nous démarque de la concurrence. Aujourd'hui, il faut peut-être un peu plus s'ouvrir sur l'extérieur, parce que je pense que tout seul, on finit par peut-être perdre de vue un peu ce qui se passe autour de nous. Donc, il faut s'appuyer sur des données et des savoir-faire extérieurs, en tout cas plus que probablement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et évidemment, autour de ces compétences, il faut produire et il faut contenter notre client, maîtriser la qualité et améliorer la productivité pour toujours être plus performant, notamment sur nos coûts. Alors, pour répondre à, disons, ce vaste sujet, on a voulu faire un web découverte sur 4 axes d'amélioration. Le premier axe auquel on veut parler, c'est un axe sur un procédé que nous on appelle alternatif, qui concerne le profilage de tôle, qui peut présenter des intérêts, comme je vais le présenter dès qu'on abordera ce sujet. Également vis-à-vis de l'amélioration, le problème de l'usure des outils et qui est lié aussi à la maintenance que ça va avoir et à la qualité des pièces qu'on produit et qu'on offre à nos clients. C'est la question de l'usure des outils. Donc, c'est un vaste sujet sur lequel le CETIM développe plusieurs actions et je vous présenterai justement un petit peu comment on aborde le sujet et qu'est-ce qu'on peut apporter à la profession. La question qui est vraiment aujourd'hui importante, c'est le développement des gammes d'emboutissage. Les gammes, ce qu'on appelle nous également plus largement les gammes de formage de tôle. Mais on n'est pas dans la gamme complète d'une fabrication qui va jusqu'au parachèvement, traitement de surface, assemblage, jusqu'à l'emballage des pièces. Mais là, donc on se concentre sur ce secteur de la mise en forme et plus particulièrement les gammes d'emboutissage. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut avoir aussi une discussion. Et je terminerai sur un gros sujet sur lequel le CETIM est présent depuis le début de l'année, sur un vaste projet dont je vais vous parler. Alors, concernant justement ces 4 sujets, donc on va voir alternativement le procédé de formage alternatif qui est le profilage. Ensuite, on enchaînera sur l'usure des outils et notamment on regardera la performance des revêtements durs
revêtements durs au sens, ce sont des revêtements qu'on met sur les outils, et des lubrifiants. Les gammes d'emboutissage, donc on regardera les démarches pour les développer. Et on terminera sur les presses à servomoteur et la question de l'apport de ces presses pour la profession du découpage emboutissage. Alors, concernant le premier axe, le profilage. Alors, le profilage, c'est quoi? Le profilage, c'est la réalisation d'un produit plié en continu. Donc, on voit le terme pliage. Effectivement, c'est une opération de pliage continu. C'est ce qui différencie le profilage des presses plieuses, par exemple, qu'on peut utiliser. De ce fait-là, comme c'est un pliage en continu, la pièce doit avoir une section transversale, comme vous pouvez voir sur le dessin, qui reste constante ou qui ne varie pas. Et il faut qu'elle soit également continue et sans interruption, ce qui voilà, permet de faire la pièce à gauche. On voit très bien qu'on part d'un côté et on arrive de l'autre avec la continuité de la tôle, alors que la pièce de droite, on voit que quel que soit le sens dans lequel on démarre, à un moment donné, on est obligé de faire machine arrière et de revenir au même endroit pour pouvoir faire toutes les sections qui sont affichées. Donc, à droite, ce ne sera pas une pièce profilable. Alors, le profilage, évidemment, pour que ce soit un pliage en continu, eh bien, c'est quelque chose de différent d'une presse plieuse. Et c'est fait à partir de trains, de postes de profilage, on appelle ça des stations, qui sont constituées de galets, comme vous pouvez le voir ici, avec des tailles différentes de stations. Et c'est du formage à froid, en continu. On part de feuilles, de tôle en feuilles. Et comme on peut par exemple l'avoir en emboutissage, on réalise des étapes de formage successives, qui sont des étapes de pliage successifs, qui finissent par, à chaque étape, créer une sorte de jolie fleur, et on appelle ça la fleur de profilage. En fait, c'est la gamme de formage du profilage. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, vous avez une proposition de gamme de formage de profilage depuis la première étape, donc on sera sur la première station, jusqu'à à peu près la 15e ou la 20e étape, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien la gamme ici qui correspond, et qui permet de fermer, faire vous voyez, une forme cylindrique par ce train de profilage. Donc, vous voyez ici qu'on a peut-être environ 20 stations qui sont utilisées pour faire ce profilage. Donc, la fleur de profilage, donc j'en profite pour peut-être faire un lien quand on parlera de gamme de formage, gamme d'emboutissage. Bien sûr, ce n'est pas de l'emboutissage, mais comme les gammes d'emboutissage, c'est quelque chose qui est le fruit de l'expérience. Donc, on reviendra sur ce point-là lorsque je parlerai de gamme d'emboutissage. Alors, ça concerne ce profilage, tout un tas de pièces qui sont communes autour de nous. Hein, ça peut être des lames de volets roulants, de portes de garage, comme on peut le voir sur la photo à droite, des seuils de porte, donc chez nous, des éléments de bardage de bâtiments industriels, des portes d'armoires électriques, informatiques, des rails de plâtre donc pour le bâtiment, des chemins de câbles, qui sont des chemins de câbles qui sont peut-être plus étroits que les chemins de câbles qu'on peut faire aussi par formage et emboutissage, les luminaires aussi qu'on peut faire d'ailleurs par d'autres techniques. Voilà, donc des pièces qui sont quand même assez communes et qui sont massivement réalisées. On trouve aussi des applications dans l'automobile et on voit que dans ce secteur, des études économiques montrent que le profilage, de par sa simplicité par rapport à un outil d'emboutissage, finalement, peut permettre sur des grandes séries de largement trouver un équilibre économique et d'être plus intéressant que les autres techniques de formage. Donc ici, vous avez sur ce véhicule la plupart des parties qui ont une fonction de résistance
qui sont représentées en bleu sont des parties qui sont issues de profilés, avec des profilés droits, parce que le profilage est forcément droit. Mais quand vous voyez, par exemple, sur la partie pare-choc avant, un profilé qui est courbe, c'est qu'il a été cintré. Hein, donc, ce sont des solutions qui sont bien entendu exploitées dans ce secteur. Les tubes, évidemment, sont des pièces qui sont réalisées préférentiellement par profilage, comme vous avez pu le voir dans la gamme ou la fleur de profilage que je vous ai présentée précédemment. Donc, ce sont des opérations qui permettent de faire des tubes à section circulaire, mais on peut également, avec certaines stations particulières de finition, faire des tubes avec des formes qui ne sont plus que circulaires, des oblongs. On peut faire aussi des formes rectangulaires ou carrées, comme vous pouvez le voir. Donc, on a une très grande variété de sections possibles par le profilage, hein, qui sont utilisées, vous voyez ici, jusqu'à des tubulures d'échappement. Alors, le profilage, c'est évidemment une des opérations qu'on réalise qui sont liées au formage des tôles. Elles peuvent être concurrentes, mais souvent complémentaires, il faut le reconnaître, mais de l'emboutissage. Donc, on aura un tableau à la fin de ce premier axe qui présentera une vision un peu de la position de ces différentes techniques, de la technique de profilage par rapport notamment au pliage et à l'emboutissage. Voilà, les procédés concurrents sont le pliage, l'emboutissage ou le roulage. Chacune a, je dirais, ses limitations par rapport au profilage. Donc, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Comment choisir le profilage? En fait, on a deux approches. On peut faire une analyse de faisabilité du profilé à réaliser. On regarde s'il est faisable déjà, parce que s'il n'est pas faisable, ce ne sera pas cette technique qu'on utilisera. Et si c'est faisable, on peut étudier les coûts par rapport à d'autres techniques, s'il y a d'autres techniques qui sont concurrentielles. Et évidemment, dans les coûts, il faudra regarder les moyens qui seront mis en œuvre pour pouvoir faire ce profilage. Donc, c'est quelque chose qu'on verra juste après le tableau que je vais présenter après. Pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Dans les deux exemples que je vous donnerai. Alors, donc, concernant le profilage avec ces procédés concurrents, vous avez donc l'emboutissage. Donc, le profilage, il est mis au centre et le pliage. Donc, au niveau des sections, eh bien, le profilage n'a pas de frein au niveau des sections. On peut faire des sections ouvertes, bien sûr, que ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables avec les autres procédés. On pourrait faire des sections repliées, et là, ça peut poser quelques problèmes en emboutissage, et des sections qui sont fermées, donc où il y a une difficulté d'accession, et là, ça pourrait être aussi, enfin, la plupart du temps, condamné en emboutissage, condamné en pliage, et par contre, permis en profilage. La longueur de la pièce, en profilage, c'est un profilage continu, donc il n'y a pas de limite de longueur, si vous voulez, contrairement au pliage ou à l'emboutissage qui sont limités par les presses ou par les presses plieuses. L'épaisseur de la tôle, on a des épaisseurs limites, notamment en emboutissage, puisque dans le domaine de l'emboutissage, on travaille plutôt sur tôle mince. En profilage, on travaille sur des tôles fines, de l'ordre de 0,2 mm d'épais, jusqu'à des épaisseurs de l'ordre de jusqu'à 15 mm. Donc, en profilage, il n'y a pas de limite, on sait bien également qu'en pliage non plus. Les rayons de formage, ce sont tous des limites dans les procédés de mise en forme des tôles par déformation plastique. Les rayons de formage sont des rayons où il y a une forte intensité des formations et on peut atteindre les limites de résistance des matériaux et dans tous les cas, ce sera des limites pour tous les procédés. Est-ce qu'on peut réaliser des découpes, des contre-emboutis, etc. En emboutissage, évidemment, je dirais le plus facilement, c'est l'emboutissage, puisqu'en emboutissage, on réalise toutes sortes d'opérations autour de l'emboutissage, en plus d'ailleurs que des opérations de découpe, etc. On peut faire
des opérations intégrées de type taraudage, etc., d'assemblage. Le profilage, on peut faire des découpes, hein, donc c'est un peu plus limité que l'emboutissage. On peut faire des opérations de cintrage aussi. Le pliage, c'est pas quelque chose que l'on fait. Au niveau des matériaux à haute résistance, qui est une tendance dans certains secteurs comme l'automobile, je dirais que pour le profilage, c'est plutôt même le domaine d'excellence. Pour l'emboutissage, on sait que plus la tôle est dure, plus ce sera difficile d'emboutir, donc forcément, ce sera une difficulté. Pour le pliage, bien aussi, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Par contre, le profilage, on reparlera un petit peu après, c'est quelque chose où il tire son épingle du jeu. Le retour élastique, c'est le problème de toutes les opérations où il y a du pliage. Donc, en emboutissage, dès qu'on veut corriger du retour élastique, ça se fait, hein. C'est pas interdit, mais je veux dire que ça génère une complexité d'outils, un poids supplémentaire, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est impossible, mais voilà, c'est quelque chose qui engage quand même fortement les choses. En profilage, c'est habituel. Le profilage, par construction, intègre des stations de correction de retour élastique automatiquement. Le pliage, le retour élastique est géré aussi en pliage, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est moins automatique que le profilage. Et les procédés additionnels en ligne. Alors, donc, bon, l'emboutissage, c'est quelque chose où on le fait, mais c'est pas quelque chose de systématique. En profilage, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment pour avoir de la valeur ajoutée. En pliage, c'est très rare, pas du tout même possible souvent. Voilà, donc voilà un petit peu comment se présente ce procédé. Alors, deux exemples que je vais vous présenter un peu plus rapidement peut-être. Concernant, on est dans le cadre d'une nouvelle pièce. Donc, on regarde la faisabilité. On a un cahier de charge de la pièce à réaliser. On étudie la gamme de profilage. Donc, la gamme de profilage, c'est quelqu'un de métier qui va rechercher cette gamme en disant bon, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Donc là, c'est complètement dans sa tête, hein. Il n'y a pas le logiciel qui génère une gamme, la fleur de profilage. Par contre, il y a des outils comme par exemple un logiciel qui s'appelle Copra, qu'on utilise au CETIM, qui est un logiciel qui soit vous avez la partie métier qui permet de faire des contrôles de faisabilité de gamme de formage. Donc après, votre proposition de gamme, lui, contrôle certains paramètres de gamme et ça vous permet de voir si il faut la modifier, cette gamme. Donc c'est Copra RF. Et lorsque derrière, vous avez une gamme qui semble tenir la route, vous pouvez la simuler numériquement par calcul par élément fini pour voir réellement les niveaux des déformations au niveau du retour élastique. Si finalement il n'y a pas eu quelque chose qui vous a échappé. Voilà. Donc ici vous avez un exemple d'une gamme qui a été développée pour un acier à très haute résistance qui est un acier à 1500 MPa. Donc dans la résistance à la traction est à 1500 MPa et avec la gamme de profilage que vous voyez à droite. Deuxième exemple, et donc ce sera le dernier exemple concernant le profilage. Là, on est plutôt dans un support d'une entreprise qui veut optimiser un profilage qu'ils font déjà. Donc, ils ont des outils de profilage, ils ont une profileuse et ils cherchent à optimiser les outillages de profilage. Dans ce cas-là, donc, il y a une réanalyse qui est faite. Donc, le CETIM peut faire bien sûr ces deux approches et on essaie de proposer une amélioration de l'opération de profilage, aussi bien au niveau de la fleur de profilage, en modifiant la fleur de profilage, qu'au niveau des outils de profilage, aussi bien sur la géométrie des outils de profilage, sur les matériaux à outils de profilage, ça peut concerner l'usure des outils de profilage, au niveau de la distance entre les stations, au niveau des entr'axes, etc. Donc,
tout ça, ce sont des choses qui sont faites jusqu'au traitement thermique des aciers à outils, des revêtements d'outils qui sont sur les galets. Voilà, donc tout ça sont des choses que nous faisons concernant le profilage. Donc je voulais vous indiquer que c'est quelque chose sur lequel il y a du potentiel et avoir un regard là-dessus, je pense que ce n'est pas superflu. Concernant le deuxième axe, c'est l'usure des outils. Alors, concernant l'usure des outils, le CETIM travaille depuis longtemps sur ce secteur. On a différents axes de travaux sur l'usure des outils. Je vais vous en présenter deux qui concernent les revêtements durs d'outils et les lubrifiants, mais on aurait pu parler d'axes concernant la conception des outils, qui est un axe sur lequel il y a d'ailleurs un groupe de travail qui est réalisé avec des entreprises de la profession sur la question du cahier des charges des outils, sur la question des bases de données pour la conception des outils, sur les règles de métier, la conception des outils. Donc tout ça sont abordés. Par ailleurs, il a fallu faire une sélection. J'ai préféré choisir le revêtement dur et les lubrifiants, qui sont évidemment des paramètres importants que vous connaissez bien pour limiter l'usure des outils. Alors un petit point sur l'usure des outils. L'usure, c'est quelque chose qui est obligatoire lorsqu'on fait de la mise en forme des tôles, que ce soit des opérations de découpage, qui sont des opérations nécessaires, quelles que soient les opérations qu'on réalise ensuite, que ce soit l'emboutissage, comme le schéma présenté en haut à gauche, ou que ce soit le pliage, également, donc une autre opération ici non représentée. Pourquoi il y a de l'usure? Simplement parce que vous avez du contact entre l'outil et la tôle. Donc la tôle, si je regarde la figure à droite, ça représente un schéma qui représente l'opération de découpage. Vous avez un poinçon qui passe à travers une tôle. La tôle est découpée, mais le poinçon n'est pas sans contact avec la tôle, puisqu'il y a un contact sur les flancs découpés de la tôle, et sur ces flancs, il y a une pression qui s'exerce et qui appuie sur les flancs du poinçon. Le poinçon fait une descente, puisqu'il pousse le déchet, il découpe, il pousse le déchet, et une remontée, puisqu'il faut qu'il s'extrait du trou. Et donc, cet aller-retour est répété des dizaines, centaines, millions de fois, selon les secteurs. Et évidemment, malgré la qualité de l'outil, malgré les conditions de fabrication, vous avez progressivement une usure qui va se produire. En emboutissage, c'est pareil. Si je regarde la figure à gauche, vous avez sur la figure en haut à gauche, vous avez la tôle qui passe, qui glisse sous serre-flanc, qui a bifurqué sur la matrice. Ce glissement, cet appui sur la matrice va créer des pressions, notamment sur le rayon matrice, comme on l'a précisé sur la figure du bas. En termes de pression, on sait que dans les analyses qui ont été pu faire, notamment par le CETIM, les pressions en découpage sont de l'ordre de 2 fois la résistance à la traction de la tôle. Donc, si vous avez une tôle de 500 MPa, ben vous avez des pressions ou des contraintes qui s'exercent sur des parties d'outils de l'ordre de 1000 MPa, ce qui est énorme, hein. En emboutissage, on a quand même des pressions qui sont bien plus faibles que le découpage, et en pliage, des pressions encore plus faibles que l'emboutissage. C'est un petit peu la hiérarchie des pressions qu'on peut estimer concernant ces opérations. Et ce n'est pas pour rien que, dans ce cas-là, on comprend qu'en découpage, c'est là qu'on a les matériaux à outils et les conditions de lutte contre l'usure des outils les plus importantes. Alors, cette usure, on peut la visualiser sur la figure qui est présentée ici. Donc, ce sont des photos réalisées sur
microscope électronique à balayage, où vous voyez un poinçon de découpe, la moitié d'un poinçon de découpe en haut, et vu en miroir, ce même poinçon après plus de 100 000 coups de presse. Ce que vous voyez, c'est la face de coupe, c'est la partie qui est directement vers vous, et la partie un peu courbe, c'est les flancs du poinçon. Donc l'arête de coupe, évidemment, est bien visible quand l'outil est neuf, mais quand l'outil est usé, ici vous avez, pour les gens qui ont un peu l'habitude de regarder ça, une usure qu'on appelle une usure abrasive, un peu classique et plutôt attendue, de ce poinçon de découpage qui montre un arrondi de l'arête de coupe. Donc cette usure lente, c'est ce qu'on souhaite. Évidemment, on souhaite avoir une usure lente la plus lente possible. Et par contre, on souhaite surtout éviter des usures rapides. Dans les usures rapides, c'est les écaillages, qui n'est pas représenté ici, mais c'est des morceaux d'arêtes qui partent. Et là, dès que vous avez ça, vous êtes obligé de faire un arrêt presse et d'interagir et vous avez perdu souvent votre poinçon. Également, ce qui provoque des usures rapides et des arrêts presse, c'est des collages-grippages. Donc, collage, c'est le transfert de la matière tôle vers le poinçon ou vers la matrice et qui peut aboutir, avec les conditions de pression et de température, à du grippage, c'est-à-dire vraiment à un soudage qui va être encore plus compliqué à gérer. Voilà, donc là, dans tous les cas, il y a une intervention à faire. Alors, quelles conséquences l'usure de l'outil a sur notre métier? Ben, vous avez la qualité des pièces qui varie. Donc, la chose, par exemple, la plus commune que les découpeurs connaissent bien, c'est la variation géométrique des découpages. Donc ici, vous avez un trou qui a été découpé sur la figure en haut à droite, et vous avez la dimension de ce trou au premier coup de presse et sur la droite, sur l'axe horizontal, sur le dernier coup de presse. Et donc, vous voyez que le trou diminue en diamètre. Et donc, ça, c'est des choses qui sont bien connues et qui sont liées à l'usure de l'outil. Évidemment, vous allez avoir des dégradations, d'autres dégradations de la pièce. Vous pouvez avoir des déformations de la pièce, des problèmes d'aspect de la pièce, d'autres problèmes de cotation de la pièce. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'usure, naturellement, produit, évidemment, dans une limite que l'on veut la plus loin possible. Vous pouvez avoir, si vous maîtrisez mal cette usure, jusqu'à des cases d'outils. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des copeaux qui vont se détacher de la pièce, ou de la tôle, et qui vont venir polluer l'outil. Voilà, tout ça peut accentuer les problèmes de dégradation d'outils et provoquer ce genre de problèmes. Évidemment, les arrêts de production et les problèmes de non-qualité qui sont aujourd'hui chassés par vos clients. Donc, vous voyez à droite, en bas, un poinçon avec un revêtement et vous voyez que ce poinçon, dont vous voyez le flanc, a perdu une partie de son revêtement sur les flancs. Ici, toujours en microscopie électronique à balayage. Pour répondre à la profession concernant le choix de solutions pour résoudre ces problèmes d'usure des outils, le CETIM, depuis longtemps, est engagé dans des caractérisations de cette usure, souvent par des essais représentatifs de la réalité industrielle. Donc, ce sont des essais qui ont été mis au point pour pouvoir classer de manière très rigoureuse les solutions technologiques qu'on met en œuvre. Ici, c'est du découpage, poinçonnage. On fait du poinçonnage à sec. Pourquoi à sec? Parce qu'on est dans la tendance aujourd'hui où on essaye de limiter, voire de supprimer la lubrification au découpage. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Hein. Et pour lesquels, donc, on a un essai qu'on mène sur 50 000 coups de presse, sur notre presse mécanique qui tourne à 80 coups par minute. On utilise des poinçons donc, de diamètre 5 mm en acier rapide HS652, donc traité pas trop dur, on pourrait traiter un peu plus dur, 60-62 HRC. On utilise des jeux poinçons assez faibles, de 5%, et surtout on travaille sur des tôles dures
plutôt automobiles, ici, ce qu'on appelle les DP du Alphase 800, donc des aciers à haute résistance, dont la résistance à la traction est supérieure à 800 ampères, d'épaisseur assez grande aussi, 1,5. Donc là, je vous présente des résultats qu'on a obtenus sur 4 revêtements. Le Sistral, qui est un revêtement qui a été testé de FLR. Le Stamping Slide, qui est un autre revêtement qui est développé par Thermiplatine. Le Vectral, qui est également un autre revêtement qui est développé par Arctech, et le Alcrona, qui est également développé par Oerlikon Balzers. Donc, ces 4 revêtements ont été testés dans ces conditions d'essai, et donc ce sont des essais qui sont faits selon une démarche bien précise, avec des arrêts presse, 200, 600, 1000 coups, 2000, etc., jusqu'à 50 000 coups de presse. Pourquoi ces arrêts presse? Parce que ça permet de faire des relevés de profil d'arêtes, d'observer ces arêtes, et de manière continue également, on fait des mesures d'effort. Donc, vous voyez un diagramme à droite qui présente le principe de ces mesures d'effort de découpage. Donc, notre outil est pourvu d'un capteur d'effort au-dessus du poinçon, et on sait analyser cette courbe d'effort pour la lier à l'usure de l'outil. Et dans ce test, vous pouvez voir ici un classement. Donc on a fait des essais en 2018. On avait fait des essais également en 2018, mais sur un matériau qui était un DP1000. Aucun des revêtements n'avait pu tenir. Donc on a abaissé ce matériau à DP800, ce qui nous a permis de vraiment pouvoir avoir une distinction entre les revêtements. Et en 2020, donc on a repris les essais sur l'acier Toll DP800, et vous voyez donc comment se positionnent les 4 nouveaux revêtements ici présentés en gras par rapport aux 3 premiers revêtements qu'on avait testés en 2018. Donc on voit notamment ce qui se détache, un revêtement, le revêtement Stamping Slide ici. Voilà. Donc, ces préconisations sont mises à la disposition de la profession à travers notamment la diffusion de fiches techniques, de rapports et d'informations à la profession. Alors, je passe à un deuxième paramètre important vis-à-vis de l'usure des outils, qui est la lubrification. Donc, un petit rappel de la lubrification. La lubrification, c'est un film, va permettre d'avoir un film qui va s'intercaler entre l'outil et la tôle, comme vous pouvez le voir sur le schéma du haut à gauche. Cette lubrification profite de la rugosité de la tôle pour rentrer dans cette rugosité de tôle. Donc, c'est pas pour rien que souvent on peut vouloir plutôt des tôles pas trop lisses pour avoir un peu ces réserves de lubrifiant. Et elle permet donc de gérer les contacts, les frottements, et de limiter, du fait des pressions dont j'ai parlé tout à l'heure, et de limiter l'usure, que ce soit l'usure abrasive par exemple que j'ai cité, le grippage, ou même simplement les marquages pour des pièces d'aspect. Donc la lubrification est très importante pour nos opérations. La façon de caractériser les lubrifiants pour notre métier du découpage emboutissage n'est pas aujourd'hui définie dans des normes. Donc chacun peut faire comme il entend, ce qui fait que les essais ne sont pas standards. Dans les entreprises, dans vos entreprises, si vous représentez des entreprises de découpage emboutissage, eh bien, vous faites vous-même des essais, mais est-ce que l'essai que vous avez fait est comparable à un essai précédent fait dans d'autres conditions, mais souvent avec un outil qui est différent, avec des tôles qui sont différentes? C'est pas évident de pouvoir faire des comparaisons objectives là-dessus. C'est la raison pour laquelle le CETIM s'est engagé avec la FNOR dans des documents, des fiches descriptives comme la FD
E81020 qui définit pour leur profession du découpage, emboutissage, pliage des préconisations concernant les lubrifiants. Donc, dans cette fiche, vous trouvez différentes classes de lubrifiants selon la norme. Vous avez même un tableau qui décrit les préconisations des lubrifiants selon les opérations de mise en forme. Donc, je vous invite peut-être à aller voir ce document, il est intéressant, et qui vous permet de connaître les propriétés ou les caractéristiques que l'on peut définir concernant les lubrifiants, celles qui vous sont données par vos fournisseurs, par exemple, et essayer de mieux les comprendre, et celles qui ne sont pas données par vos fournisseurs, mais qui seraient intéressants à avoir. Donc, dans ce cadre-là, le CETIM répond aux questions de notre profession, notamment sur le problème des huiles chlorées. Donc, vous savez que les huiles chlorées sont depuis longtemps des huiles pour lesquelles on menace de les supprimer, mais qu'en réalité, qu'on ne supprime pas parce qu'elles ont des performances aujourd'hui qui ne sont pas égalées par d'autres solutions d'huile. Et donc, une action a été menée sur donc, des substitutions aux huiles chlorées qui sont menées sur des essais d'emboutissage, donc pour l'emboutissage, avec des essais de type emboutissage sous forme de tunnel, comme vous pouvez voir sur le graphique en bas à gauche, la petite figure qui présente un embouti, où on voit une sorte de tunnel, en forme de tunnel. Donc, c'est bien cet essai avec une profondeur qui peut être variable. Donc, c'est cette hauteur qui est mesurée dans cet essai. Vous pouvez avoir aussi des essais de formage de bossage, comme vous pouvez le voir sur les deux photos après, avant et après application de lubrifiant, par exemple. Et vous avez également des essais concernant la caractérisation propre des lubrifiants. Donc ici, par exemple, les déterminations des tensions superficielles, la capacité de recouvrement du lubrifiant sur la tôle, ou ce genre de choses. Donc, cette étude a permis de caractériser 21 produits alternatifs et a montré d'abord, d'une part, qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'huile non chlorée qui arrive à se substituer aux huiles chlorées dans des conditions difficiles. Mais parmi les huiles alternatives, il y a quand même des huiles qui ont des performances meilleures que d'autres, comme on le voit ici. Plus la hauteur de votre embouti est grande, plus ça veut dire que l'huile est efficace. Donc, vous voyez, donc, certaines huiles sont quand même meilleures que d'autres. Alors, on travaille également dans le domaine de solutions concernant les systèmes d'application d'huile. Et donc, on a testé des systèmes d'application d'huile. Par exemple, un système qui s'appelle un système de Rasiol qui applique l'huile à certains endroits du flanc et pas à d'autres. Et on a pu voir qu'on faisait non seulement des économies en termes de grammage d'huile par rapport à une application manuelle, mais qu'on pouvait avoir des temps qui étaient quand même tout à fait corrects. Ce sont des systèmes qui sont faits en dehors de la presse. Et surtout, on mettait l'huile là où c'était nécessaire. Donc, ce sont des systèmes qui sont intéressants et pour lesquels on a donc des bilans qui ont été réalisés et qui peuvent être intéressants pour vous de consulter. Il y a également une étude sur laquelle donc on a également des résultats concernant les huiles évanescentes. Évidemment, on peut travailler à sec, mais bon, souvent les solutions, c'est quand même des huiles évanescentes, c'est-à-dire quand même un peu d'huile. Donc, les huiles évanescentes, ce sont des huiles avec un solvant et un corps gras, ce qu'on appelle un extrait sec. Et cet extrait sec sert quand même de lubrifiant. Il a une fonction. Et donc, on a pu tester beaucoup d'huiles évaporables des sociétés Fuchs, Henkel, Molidal. Et on a pu classer, comme vous pouvez le voir dans le diagramme en bas à droite, avec le même test que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était un essai
d'emboutissage de type tunnel, on a pu voir donc des lubrifiants, par exemple ici, comme vous les avez représentés, qui sont meilleurs que d'autres. Et donc là aussi, possibilité de trouver de manière plus objective des choix de lubrifiants vers lesquels vous pouvez vous tourner. Aujourd'hui, on est sur un nouveau lubrifiant qui s'appelle l'afuludine. Vous avez peut-être en entendu parler. C'est un lubrifiant qui a été développé dans la région de Besançon, donc dans le cadre d'une collaboration université-industrie, et qui a, disons, promet des caractéristiques intéressantes. Il est d'abord écologique. Il permet de ne pas dégraisser par justement une sorte de conversion de surface grâce au lubrifiant sur l'atoll. Et cette conversion de surface, c'est-à-dire une sorte de changement chimique en extrême surface de votre tôle, ça permet de gérer les lubrifiants et tout en ayant une pièce qui à la fin n'a pas besoin de dégraisser. Donc aujourd'hui, on regarde ça, on va faire un outil, il est en cours de conception, et avec l'afuludine, on va faire des essais sur nos presses CETIM pour pouvoir voir dans quelles conditions on peut bien travailler avec ce lubrifiant, quel apport il a. Et donc vous aurez des résultats qui seront, je pense, intéressants à connaître. Je voudrais aborder maintenant notre thème qui concerne les gammes d'emboutissage. Alors, les gammes d'emboutissage, c'est quoi? C'est une opération qui permet de réaliser des pièces embouties. Donc là, je présente de manière très schématique un emboutissage. Donc, vous avez ici des pièces qui sont réalisées entre poinçons matrices, plutôt automobiles, hein, grosse pièce automobile, ou pour lesquelles peut-être là, vous n'avez peut-être pas vraiment besoin de gamme, parce que souvent, vous faites une seule passe d'emboutissage, mais en réalité, on a besoin de plusieurs passes d'emboutissage la plupart du temps dans ces opérations-là. Là, vous avez un exemple de gamme d'emboutissage qui a été publié dans un journal scientifique et qui permet de voir un peu la stratégie suivie par celui qui a conçu la gamme pour aller à faire la pièce que vous voyez à droite. Donc, plusieurs passes en général sont nécessaires en emboutissage et il faut en emboutissage avoir conscience de comment va se déformer l'atoll. On essaye en général à partir d'une pièce et d'un process qu'on a imaginé en tête, qu'on a en tête, de dire non, comment je ferai pour pouvoir la déformer progressivement jusqu'à atteindre la pièce finie. Quels sont les modes de déformation vers lesquels je vais m'orienter? Quelle partie va poser probablement plus de problèmes que d'autres? Est-ce que j'ai des zones de rétrain? Est-ce que j'ai des zones d'expansion? Donc, ce sont les deux modes de déformation extrême sur lesquels on va réfléchir. Mais également, on peut, par expérience ou par simulation, visualiser d'autres modes de déformation qui sont bien connus et pour lesquels il y a notamment des analyses de risque qui sont faites. Alors, comment, dans ce cadre-là, sont développées les gammes d'emboutissage? C'est la première approche, qui est la plus répandue, c'est le retour d'expérience. Donc, par rapport à des pièces similaires. C'est quoi? Ça consiste à rechercher dans l'expérience de l'entreprise des pièces de géométrie proches de celles à réaliser. Donc, est-ce qu'on a déjà un passé sur des pièces similaires? De construire sa gamme d'emboutissage par analogie avec la gamme de la pièce déjà existante. Voilà, donc est-ce que la gamme que j'ai déjà utilisée, on peut l'utiliser? Est-ce que j'ai un risque? Est-ce qu'il y a des petites différences auxquelles je n'ai pas fait attention? C'est aujourd'hui la méthode la plus répandue, c'est la méthode la plus efficace. Donc l'inconvénient, c'est non formalisé, c'est un facteur humain, c'est-à-dire si on perd la compétence, celui qui sait, on peut être embêté pour la suite. Ou il faut penser à gérer des données sur les gammes
Et donc là, c'est quelque chose, un immense chantier aujourd'hui sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Deuxième approche, c'est lorsque c'est possible, y a-t-il des règles de métier qui existent pour ces pièces? En général, pour des pièces de forme simple, notamment de révolution, il existe des règles de métier. C'est ce qu'enseigne le CETIM à travers ses formations, mais qui sont également qui permettent d'aborder des formes qui ne sont pas simples, mais cette fois plus par raisonnement. Mais lorsque c'est des formes simples, il existe des règles de métier, notamment, vous voyez en bas de cette diapo, un lien vers les données métiers matériaux en découpage emboutissage, qui sont une base de données matériaux qui donne des fiches d'identité par matériau pour les opérations de découpage, d'emboutissage, de pliage, de relevé de collé, et par matériau. Donc chaque matériau, et donc il y en a au moins 50, 60 en découpage et au moins 70 en emboutissage. Voilà, donc beaucoup de fiches matériaux que je vous inciterai à aller consulter, où on explique très bien comment comprendre les données qui sont introduites. Donc ces données permettent de développer des gammes, ou en tout cas de vous positionner par rapport à des gammes, par rapport à ce que vous faites, en disant, voilà, est-ce que je prends un risque, pas un risque, quelles sont la démarche rationnelle que je peux développer et avancer de cette manière-là. Donc, le CETIM n'est pas le seul qui peut fournir la littérature technique. Hein. Vous pouvez en trouver une littérature ancienne, en général, malheureusement, qui n'est pas réactualisée. Bon, le CETIM a l'avantage peut-être de réactualiser cette base de données et surtout de donner de nouvelles données comme celles que je vous ai indiquées. Donc, les gammes sont établies hein, selon les modes de déformation dans ce document. Alors, ces modes de déformation, je vous les rappelle, c'est le rétrain. Le rétrain, ça peut se visualiser par souvent l'avalement du flanc en matrice. Et cet avalement conduit à de la compression latérale de la partie avalée, comme vous le voyez sur le schéma. Cette compression latérale peut donc permettre de mieux gérer l'épaisseur de la tôle, puisque ce qui amincit est d'abord un petit peu épaissi sous le serre-flanc et puis un peu aminci dans la matrice. Et donc, on a une épaisseur qui est relativement bien conservée par ce procédé. Dans cette approche, on développe ce qu'on appelle une approche pour des formes de révolution, des coefficients de réduction, qui sont des coefficients qui indiquent de combien le poinçon de la passe suivante doit être réduit par rapport au poinçon de la passe précédente pour arriver à faire la forme à réaliser. Donc ici, vous avez 4 coefficients de réduction qui sont donnés dans ces fameuses fiches matériaux en découpage emboutissage et qui vous permettent d'atteindre la pièce emboutie que vous voyez à droite. Donc avec cette première passe, deuxième passe, troisième passe, vous avez finalement 3 passes nécessaires pour pouvoir réaliser la pièce d'un diamètre intérieur 20 mm. La gamme en expansion est une gamme qui, elle, ne voit pas glisser la tôle vers la matrice. Il y a un blocage, ce qu'on appelle du flanc, et ça conduit notamment contrairement à la gamme en rétrain, à un amincissement important. Cet amincissement important résulte d'une traction biaxiale du flanc. Dans ce cas-là, on propose également au CETIM une approche par une gamme qui est une gamme en expansion, où la première passe, comme on le fait souvent, pour ceux qui connaissent ce type de gamme, par réalisation d'une boule, qui est la passe 1 également dans ce que vous pouvez voir en bas de la diapo, qui est une représentation par également la simulation qu'on a pu réaliser de cette gamme. Donc on fait une boule, on rétreint la boule et ici on est allé jusqu'à faire la forme de la pièce finie à la troisième passe. Donc on donne des coefficients, donc on indique comment on réalise la boule et ensuite on indique dans ces fiches comment on doit rétreindre la boule. Donc c'est pour ça qu'on a un rétrain, mais c'est plus le même rétrain que la gamme en rétrain
dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle on n'a plus un coefficient de réduction dit M, mais un coefficient de réduction dit N. Et donc, ça permet de réaliser la pièce, mais on peut prendre des risques. La gamme ici disait qu'on pouvait peut-être le faire en 3 passes. La simulation montre que non. Finalement, on a pris un peu trop de risques et qu'il faudra d'ailleurs faire 4 passes sur cette pièce. La simulation numérique, justement, c'est quelque chose qui est très développé en emboutissage. Vous l'avez vu également en profilage. Ce sont des outils qui sont vraiment aujourd'hui très performants, pour lesquels il faut toujours avoir une petite méfiance, car c'est normal. Comme tout outil de simulation, il a ses limites. Comme tout outil de simulation, il est très dépendant des données initiales qui sont introduites et qui font la qualité aussi du produit, du résultat final. Donc, il faut faire attention. Mais lorsqu'on utilise correctement la simulation, lorsqu'on est capable de la valider aussi sur d'autres cas, eh bien, on peut partir avec confiance. Et dans ce cas-là, la simulation apporte quand même beaucoup d'informations. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette gamme, enfin, on a simulé une gamme d'emboutissage. On voit très bien qu'on est parti d'une première étape d'emboutissage avec un emboutissage de grand diamètre, et puis après on l'a réduit et on voit des zones d'amincissement, par exemple, particulièrement importants, qui peuvent être analysées en termes de risque et voir si finalement on n'aurait pas oublié une passe qu'on peut ou pas introduire dans la gamme jusqu'au moment où on se sent rassuré. Voilà, on peut comparer également plusieurs gammes d'emboutissage. Vous savez très bien que si vous confiez la pièce à 3 outilleurs différents à réaliser, vous aurez 3 gammes différentes. Donc, il n'y a pas de... et elles sont mécaniquement toutes acceptables. Simplement, probablement, il y en aura certaines qui tiendront un peu mieux la route que d'autres, liées à l'expérience, justement, de l'homme de métier. La simulation peut permettre, justement, si on n'a pas assez de métier, de comparer les gammes. Donc là aussi, c'est un gain intéressant. Si on n'a pas la simulation, et la simulation ne peut pas répondre à toutes les configurations, notamment dès que vous faites des frappes, dès que vous faites des conformations et vous tapez dans les épaisseurs, les logiciels de simulation que vous voyez ici, comme donc des logiciels de type, ici ce sont des représentations autoformes, ne permettent pas, dans ces logiciels classiques, de rentrer dans l'épaisseur de l'atoll et d'avoir des résultats fiables. Et donc là, c'est plutôt les essais et le retour d'expérience qui, de mon point de vue, est le plus parlant. Et donc, dans ce cas-là, il faudra passer par des essais représentatifs du process. Donc, ça veut dire développer des outils prototypes pour certaines parties de l'outil réel. Alors, je termine sur le dernier point. Donc, le dernier axe concerne les presses à servomoteur. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup la profession. Il y a vraiment une effervescence aujourd'hui en France sur les presses à servomoteur depuis déjà plusieurs années. Bien entendu, il y a des gens qui sont déjà équipés, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a une accélération sur ces presses-là. Il y a des fabricants de presses qui sont résolument sur des presses à servomoteur. Ils ne proposent plus que ça. Voilà, on sent bien qu'il y a un tournant qui se passe et il y a de véritables questions qu'il faut se poser. Le CETIM est depuis longtemps engagé sur les presses à servomoteur par des essais. Je vais vous présenter donc un petit peu où on en est et comment on essaye d'aider la profession pour répondre à ces questions. D'abord, un petit rappel, les presses à servomoteur. Les presses à servomoteur sont des presses qui veulent remplacer des presses mécaniques classiques. En général, les presses mécaniques classiques sont des presses qui sont à bielle manivelle, avec une presse où vous avez un vilebrequin qui lui est actionné par un moteur électrique via un volant d'inertie. Ce volant d'inertie est mis en rapport avec le vilebrequin par un embrayage. Donc ça, ce sont les presses actuelles. Ce qui fait que la vitesse de rotation du vilebrequin à chaque tour de presse est constante.
Et vous ne pouvez pas changer, évidemment, la vitesse comme vous le voulez à chaque coup de presse et même dans le même coup de presse. Les presses à servomoteur n'ont plus d'embrayage. Elles ont un moteur qui est directement sur le vilebrequin. Monsieur Maillard, je pense qu'on vous entend plus. Je ne sais pas s'il y a un souci de micro, mais en tout cas, il n'y a plus de son. On va attendre que l'intervenant, peut-être qu'il a un problème de connexion, puisse nous rejoindre. Vous m'entendez, monsieur Maillard? Oui. Oui, bon, d'accord. Il y a eu un petit souci, je crois, de connexion. On ne vous a pas entendu pendant quelques minutes. Ah, Je vous laisse reprendre. d'accord. Bon, je suis désolé. S'il faut que je reprenne, dites-moi, mais autrement, je continue. Mais bon, surtout, il faudra me le dire où est-ce que vous pensez que ça a été un petit peu interrompu. Ben, à partir du moment où j'ai pris la parole, il y avait juste une minute avant ça où on ne vous entendait plus. D'accord. Donc, on est sur les presses à servomoteur, je pense. C'est à ce moment-là que ça s'est... C'est là où ça a coupé. Enfin, vous avez commencé à parler de ça. Voilà. Donc, je reviens. Donc, excusez-moi. Je reviens sur les presses à servomoteur au cas où donc cette interruption a un petit peu pas permis de m'entendre à ce moment-là. Donc, je disais qu'une presse mécanique classique, c'est une presse qui fonctionne avec un moteur électrique, comme d'ailleurs une presse à servomoteur, sauf que ce moteur électrique fait tourner un volant d'inertie. Ce volant d'inertie est mis en relation avec un vilebrequin de la presse mécanique et donne à ce vilebrequin un mouvement constant pendant le cycle. Donc ça, c'est une presse mécanique classique aujourd'hui qu'on appelle bielle-manivelle, par exemple, ou excentrique. Eh bien, une presse à servomoteur n'a plus d'embrayage, n'a plus donc de rapport avec un vilebrequin, avec un volant d'inertie. Elle est directement en relation avec le vilebrequin. Le moteur est directement en relation avec le vilebrequin. Donc, si le moteur est capable de imposer au vilebrequin des cinématiques qu'il souhaite, eh bien, ce vilebrequin va avoir des cinématiques qui vont être différentes des cinématiques classiques des presses classiques, comme les cinématiques type sinusoïdale, ici crank en anglais. Vous pouvez avoir des cinématiques avec approche lente, link ici, ou approche adoucie, soft ici, ou approche avec ici avec des variations alternées, hein, donc avec des attaches-détaches, comme on appelle également, des programmations particulières, avec une approche avec des vibrations, hein, des modes pendulaires, des modes frappe, des modes itératifs. Voilà. Donc, tous ces modes-là qui sont représentés ici sont possibles avec les presses à servomoteur. Donc, ce que je disais aussi, c'est que les presses à servomoteur mécanique sont des presses aussi, qui sont en général sur des mécanismes bielle-manivelle, mais également peuvent être sur des technologies mécaniques à vis. Hein, donc, et on aura les mêmes choses. Alors, quels intérêts et quels sont les vrais gains qu'on peut attendre sur ces presses à servomoteur? Donc aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui est quand même bien vanté et mis en avant par les fabricants de ces presses, mais la question, c'est malgré tout, quelle est la réalité? Quels sont les vrais gains? Donc c'est un peu la question que se pose le CETIM depuis déjà pas mal d'années. Donc ça se situe, à notre point de vue, dans différents axes. Axe de formabilité. Est-ce que avec des cinématiques particulières, des pièces qu'on n'est pas capable de réaliser, par exemple ici en emboutissage, pourront être réalisées par justement ces cinématiques particulières?
Donc ici, avec un mode de attache-détache ou de vibratoire, est-ce que ce sont des modes qui peuvent améliorer les choses? Est-ce qu'une vitesse lente programmée peut améliorer les choses, par analogie avec les gains qu'on peut trouver sur des presses hydrauliques? Bon, on sent que potentiellement oui, mais jusqu'à quelle limite et pour quels matériaux, dans quelle configuration? L'usure des outils, c'est souvent aussi des arguments qui sont présentés, mais la réalité est-elle là? On peut penser que, par exemple, en découpage, pour des tôles très dures, on a des risques, ce qu'on appelle de coups de fusil. Le coup de fusil, c'est ce qui est représenté dans le diagramme en bas à droite, où vous voyez une courbe d'effort de découpage, hein, en fonction du déplacement en horizontal du poinçon, et vous avez l'effort de compression, la détente liée à la zone arrachée, et vous pouvez avoir un effort négatif qui va apparaître, qui est lié à ce relâchement trop brutal de, du poinçon et qui donne un coup de fusil. Ce relâchement trop brutal est un effort de choc en traction qui est assez dangereux pour la tenue de l'outil. Est-ce qu'une vitesse ralentie à l'impact, permis par les presses servomoteurs, hein, dans les derniers dixièmes de millimètre avant la séparation et la rupture, est-ce que c'est quelque chose qui peut améliorer les choses? Intuitivement, on aurait tendance à le dire oui. En réalité, est-ce que c'est vrai? Ensuite, on sent bien qu'il y a un lien avec les évolutions aujourd'hui de nos process, la robotisation, tous les possibilités de contrôle maintenant qu'on a, la communication qu'on veut avoir de manière plus massive dans les ateliers. Ces presses servomoteurs peuvent avoir des programmations beaucoup plus grandes. On peut mieux connaître où en est le cycle de la presse à tout moment du process. On peut connaître les efforts de manière beaucoup mieux. Voilà. Donc, et la robotisation, on peut faire des tempos. Donc, à un moment, arrêter la presse, faire des retours arrière. Donc, on pourrait peut-être introduire des robots. Donc, toutes ces questions-là sont des questions sur lesquelles il faut aller. On peut également aller sur la conception de l'outil. Quelle évolution d'outils pour l'assemblage, pour l'insertion? Ce sont des choses qui sont déjà faites, mais est-ce que ces presses ne peuvent pas ouvrir un petit peu plus grand ces possibilités d'assemblage, d'insertion? Est-ce qu'on peut améliorer le contrôle dans l'outil? Est-ce qu'on peut avoir des effets supplémentaires dans l'outil? Des effets, ça veut dire récupérer des efforts possibles grâce à ces presses servomoteurs qui seront eux-mêmes pilotés, programmables, etc. Et pour toutes ces opérations de formage, disons, à température, ou pour laquelle la vitesse, on sait que la vitesse est très importante, on sent bien que ces presses servomoteurs paraissent quand même très intéressantes. On sent bien aussi que ces presses servomoteurs, pourquoi pas, ne pourraient pas telle part remplacer des presses mécaniques, des hydrauliques également, puisqu'elles ont la vitesse qui est programmable comme une presse hydraulique, avec une qualité de positionnement d'une presse mécanique. Donc, on a les deux gains. Et est-ce qu'on n'a pas des questions sur la consommation d'énergie que peut permettre d'économiser ces presses servomoteurs? Donc, tout ça, c'est des questions sur lesquelles nous, on se positionne au CETIM. Et on a déjà commencé à faire des essais. Donc, on a pu faire des essais sur des presses à l'extérieur du CETIM, chez des fabricants français qui ont des presses. Ici, c'est une presse AIDA, qui est un des fournisseurs de presse les plus répandus dans le monde, avec différentes cinématiques pour différentes gammes et types d'emboutissage. On a pu montrer dans cette première étude qu'on avait des gains évidents avec ces presses servomoteurs lorsqu'on était dans des cycles un petit peu plus complexes par rapport au cycle sinusoïdal, avec des gains de l'ordre de 7 à 9% de la hauteur de l'embouti, ce qui est énorme. Hein. Ça fait que vous passez ou vous passez pas, quoi, derrière. Voilà, donc effectivement, on voit un gain. C'était pour un acier inoxydable quand même. La question, c'est est-ce que si on passe sur un acier non allié, est-ce que c'est pareil? Est-ce que si vous passez sur un alu, c'est pareil, cuivreux? Donc voilà, je pense que ce n'est pas forcément extrapolable. Hein, donc il faut faire attention à ces résultats, mais on voit déjà un gros potentiel qui nous a bien, je dirais, conforté sur le fait que ces presses présentent vraiment un intérêt multi-axe. Monsieur Maillard, je me permets juste de Oui. dire qu'il faudrait passer dans pas trop longtemps en question. Voilà.
Oui, très bien. Donc là, je termine dans 5 minutes. Donc, on a développé au CETIM depuis le début de l'année un projet stratégique sectoriel qu'on appelle PSS sur les gains et optimisation des presses à servomoteur, qui est un projet collectif pour la profession, donc qui est payé par toutes les contributions que nous versent les entreprises au CETIM et qui est donc ouvert à toutes les entreprises cotisantes du CETIM, qu'elles soient du découpage embouteillage ou d'ailleurs d'autres secteurs qui peuvent être intéressés par les presses servomoteurs. Donc, on a quand même environ 7000 entreprises qui sont cotisantes du CETIM aujourd'hui. Elle a 4 axes aujourd'hui qui sont développés. C'est un projet donc, qui va travailler sur les gains en formabilité, donc un peu la suite de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. L'impact sur les outils de presse, parce qu'on ne peut pas imaginer travailler sur uniquement la presse, mais il faudra probablement travailler sur les outils de presse pour bénéficier de tout l'intérêt de la presse. La maîtrise et le contrôle du process, donc ça va bien avec les questions qu'on se pose, et l'exploitation et les performances que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ces 4 axes sont développés dans le cadre d'un travail de 30 mois. Ils bénéficient d'un groupe de travail. Aujourd'hui, on a à peu près 23 entreprises qui sont dans le groupe de travail. Le groupe de travail est encore ouvert aux entreprises. Donc, si des entreprises qui m'écoutent sont intéressées, je peux d'abord leur donner des informations. Et si elles veulent rentrer dans ce groupe de travail, je les incite à me contacter pour cela. Cette action, elle a bénéficié de 2 réunions, une réunion de pré-lancement en octobre, qui a permis de constituer un premier noyau du groupe de travail, une réunion plénière en juillet, donc après 6 mois de démarrage officiel du projet, qui a présenté déjà les premiers gros résultats, je pense, qui ont été très intéressants. Ça a été ce qui a été dit lors de la présentation, hein, beaucoup d'informations très intéressantes qu'ont pu bénéficier les entreprises qui ont assisté à cette présentation. Donc, toutes les professions beaucoup de professions sont représentées. Le groupe de travail a pour but de valider le plan de ce grand projet, les axes, de suivre la production technique, de contribuer dans les groupes de travail, si les gens le souhaitent, à réfléchir ensemble, à valider les résultats et bien sûr à pouvoir être parmi ceux qui vont avoir les résultats en premier. On aura un moyen futur donc qui est prévu sur cette fin d'année et même à partir de mi-novembre, on aura déjà accès à ce moyen qui est un moyen acheté par le CETIM et qui sera sur notre plateforme presse à Senlis. Moyen de servo-presse sur lesquels on pourra développer toutes les actions sur lesquelles on est en train de travailler. Alors, les gains en formabilité, je ne vous présente pas la problématique, je l'ai présentée à travers la présentation sur les exemples de résultats. Donc aujourd'hui, on est sur la réalisation d'un outil et on va partir sur des essais sur presse début de l'année prochaine. Voilà. Donc, on est sans arrêt en liaison avec le groupe de travail pour avancer sur ça et on pourra présenter des résultats, je pense, à peu près milieu de l'année prochaine. Concernant l'impact sur les outils, donc c'est une action qui est lancée depuis juin, donc c'est un deuxième axe. Le GT le premier GT, un groupe de travail, va se réunir le 6 octobre, mercredi 6 octobre prochain, avec déjà à peu près 13 entreprises qui veulent participer à ce GT. Donc, c'est un GT où on va déjà faire le point sur une réflexion CETIM à partir de tout un tas de biblios qu'on a faites là-dessus, de propres réflexions, puisque nous sommes du métier, un peu les orientations, les discussions, et on va lancer la discussion sur voilà, en quoi ça peut impacter l'outil, quelles seraient les conceptions les plus intéressantes à étudier, et dans le cadre de ce projet, quels seraient peut-être les outils à lancer en titre de test et qui pourront être testés sur notre presse servomoteur. Voilà, donc je vous invite à me contacter également si vous souhaitez rentrer dans ce groupe de travail qui, comme je vous l'ai dit, a lieu le 6 octobre. Hein, donc, voilà.
Concernant la maîtrise du process, donc ça c'est un projet qui a démarré en septembre, donc qui est tout neuf, donc qui bénéficie d'une bibliographie là-dessus. Il y a pas mal de choses quand même qui sont écrites là-dessus. Donc on travaille sur à la fois le contrôle et sur la maîtrise. Donc on oriente ce projet sur le contrôle, donc notamment le contrôle matière, TOL. Ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler l'entrée de la matière, aussi bien caractéristiques mécaniques de la matière, épaisseur, puisqu'on pense que c'est la condition pour laquelle on aura les meilleures conditions. Et on veut travailler sur la presse servomoteur, parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir corriger un défaut pièce suite à des caractéristiques matière qui sont pas dans la valeur attendue, mais qui restent dans la norme, bien sûr, et par des cinématiques appropriées, pouvoir faire quand même la pièce bonne. Voilà, donc ça, c'est l'orientation vers laquelle on va s'orienter. Il y aura bientôt un groupe de travail qui sera réuni pour justement présenter l'avancement du projet et justement bénéficier de cette relation avec les entreprises que l'on veut avoir durant ce projet. Dernier axe, durée de vie des outils, qui est l'axe dans lequel le groupe de travail a voulu déjà qu'on s'oriente, parce que c'est un sujet brûlant, donc sujet que j'ai abordé durant ce web découverte, et qu'on va vraiment développer dans le cadre de ce presse-servomoteur avec ce que j'ai présenté comme question concernant le découpage. Et donc, il y a une orientation déjà sur un cahier des charges d'outils qui a été fait, sur lequel vous pouvez me contacter pour que je vous donne des éléments. Et un outil qui va être développé avec des stratégies de cinématique de TOL pour valider justement les gains que peut apporter les presses servomoteurs sur l'usure des outils de découpage. Donc, la première plénière s'est réunie. Et juste pour terminer, pour faire une sorte de grosse synthèse de ce que j'ai dit, le profilage, c'est plutôt fait pour les pièces longues constituées de parties pliées. L'investissement de l'outil est relativement faible par rapport à des outils d'emboutissage. Il est très adapté au TOL à très haute résistance, ou très haute limite d'élasticité. L'usure, on fournit au CETIM des éléments de choix pour les revêtements durs, les données sur le lubrifiant, mais également, je peux rajouter des bases de données pour la conception des outils, des règles pour constituer des cahiers des charges, par exemple, outils. Pour les gammes d'emboutissage, aujourd'hui, l'expérience est importante, il faut bien le comprendre. Des approches raisonnées sont possibles. On peut être aidé par des essais et de la simulation, et je dirais qu'un gros chantier nous attend pour ceux qui voudraient essayer de sortir un peu de cette contrainte uniquement liée à l'expérience, qui est de plus en plus rare, c'est de pouvoir essayer de travailler sur des données, qu'on a plein de données dans les entreprises, mais on ne sait pas trop comment les prendre. Et les presses à servomoteur, donc avec les problématiques que j'ai présentées, et le grand projet CETIM, qui, en 30 mois, devrait répondre déjà aux 4 grandes questions que j'ai posées et qui n'est pas destiné à se taire. Donc, si après 30 mois, le groupe de travail décide qu'il faut encore 10 mois, 20 mois pour travailler sur d'autres sujets, on le fera. Voilà, j'ai terminé. Sachez que vous avez tout un tas de possibilités à travers la mécathèque du CETIM pour trouver d'autres informations, et également notre partenaire technique de l'ingénieur qui va pouvoir vous fournir tout un tas de données concernant leur partie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé pour avoir pris un petit peu plus de temps. Je suis à votre disposition pour la suite. Alors, merci pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle aux participants que vous pouvez les poser dans le chat. Alors, on a eu 3 premières questions qui ont été posées pendant la première partie de la présentation. Quelqu'un demande quid de la concurrence des procédés à chaud. Alors, la concurrence des procédés à chaud, je dirais aujourd'hui, n'est pas une vraie concurrence de mon point de vue. C'est-à-dire que les procédés à chaud, vous en avez plusieurs, de plusieurs types. On peut aller même jusqu'aux procédés
qui ne concerne pas ce qui est en général ce qui va être abordé ici. Hein, dans l'aéronautique, on peut parler du formage superplastique. Donc, en fait, les procédés de formage à chaud ou à mi-chaud sont des procédés de formage qui permettent d'ouvrir de nouveaux champs de formage. C'est-à-dire, on fait des formages de ce que on ne peut pas faire à température ambiante. Donc, il n'y a pas une vraie concurrence entre les températures ambiantes et le formage à chaud ou à mi-chaud. Par exemple, le formage à mi-chaud de l'aluminium, sur lequel le CETIM est, ne concurrence pas le formage à température ambiante de l'aluminium. Il permet de travailler des aluminiums durs qu'on ne peut pas de toute manière faire sur des aluminiums ces aluminiums à température ambiante. Entre techniques de formage à chaud, on n'est pas du tout non plus concurrentiel. Pour le formage à mi-chaud de l'aluminium, ce n'est pas concurrentiel de ce qu'on appelle la trempe sous presse qui concerne les aciers au bord, qui est très développé dans l'automobile. Voilà. Donc, non, voilà, ce sont des procédés complémentaires qui permettent, pas comme la trempe sous presse par exemple, vraiment d'occuper des gros marchés. Donc, voilà, ça vaut le coup de regarder ces procédés, et ceux qui sont allés, par exemple, comme la trempe sous presse, ont été gagnants. Voilà pour la première question. Alors, il y a une seconde question. Vous ne parlez pas des types de matériaux, est-ce uniquement de l'acier? Et la personne précise aussi limite élastique, allongement, point d'interrogation. Voilà, donc évidemment, les matériaux sont centraux dans toute approche de la mise en forme des tôles. Toute approche. C'est pas, je viens d'une formation, j'ai fini une formation, et donc je vous prends d'ailleurs sur le lieu de cette formation pour faire ce webinaire. Mais c'est un peu le constat que moi je fais avec mes plus de 30 ans d'expérience dans le métier. La prise en compte de la matière tôle n'est pas assez intégrée dans les procédures, dans les méthodes de travail des entreprises. La matière est plus prise comme, bon, voilà, j'ai la matière, je la subis, et un peu mon expérience, qu'est-ce qu'elle peut dire par rapport à ça. Moi, j'essaie de casser ce moule, et effectivement, la matière est très importante. C'est le point d'entrée, de mon point de vue, pour tout process. Ce n'est pas un point d'entrée très dur, mais ça change quand même beaucoup la façon de penser des gens de métier, des gens de l'industrie, si vous voulez. Et évidemment, la matière est le point d'entrée. Donc, tout ce que j'ai dit est fonction de la matière. Et je l'ai quand même un peu dit, par exemple, pour les presses à servomoteur, les résultats qu'on a obtenus avec les gains sur l'acier inoxydable, et encore quel acier inoxydable, c'était un acier de type 304L. Mais est-ce que c'est valable pour un acier ferritique inoxydable? Est-ce que c'est valable pour un aluminium de type aluminium pur, 1050A, ou un 5754? Et encore son état O ou état H12, H14. Bon, voilà, j'en passe. Donc oui, les matériaux tôles sont très importants, et c'est un paramètre à prendre en compte, et c'est la complexité de notre métier d'ailleurs, la matière tôle et la complexité de notre métier, complètement. Voilà, votre question. Il y a une autre question. Est-ce que le logiciel de simulation donne les contraintes internes générées dans la pièce? Alors, les logiciels de simulation permettent de donner les contraintes internes liées au formage. C'est-à-dire que on va différencier les contraintes internes liées à la tôle, qui est liée au processus de laminage et pour lesquelles le logiciel n'a pas de données. Hein, donc, on ne connaît pas l'état de traction, souvent de compression qu'a la matière interne quand vous la recevez. Quand on n'intègre pas non plus les contraintes internes liées au redressage de la matière. Donc, on part d'une matière vierge. Par contre, la simulation, lorsqu'elle simule le pliage, par exemple, hein, je vais faire un tombage de bord, eh bien, avec le retour élastique, il va y avoir des contraintes internes liées au retour élastique que la simulation, évidemment, va mettre en évidence. Oui. Donc, la simulation va pouvoir mettre en évidence une partie
des contraintes internes, mais pas tout l'ensemble des contraintes, l'histoire des contraintes internes de la matière, dit autrement. Après, les contraintes liées au formage peuvent être les contraintes essentielles, donc on pourrait dire que les autres contraintes sont négligeables. Est-ce vrai, est-ce faux? Voilà. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question. Ok, merci. Donc, on a notre session questions-réponses jusqu'à 11h30, donc encore 10 minutes. Vous pouvez encore poser toutes les questions que vous souhaitez. Une question suivante, avez-vous des estimations de prix de profileuse? Ah, alors, je ne peux pas donner de prix au niveau des profileuses. Alors, le CETIM, je dirais, ne doit pas et ne peut pas donner de prix concernant son secteur d'activité. Pourquoi? Parce que, d'une part, un prix, j'en discutais encore hier avec l'entreprise dans laquelle je faisais une formation, le prix, c'est une négociation. C'est du commerce. Vous pouvez avoir des prix complètement différents en fonction de vos relations avec l'entreprise qui vous fournit la prestation. Nous, au CETIM, par exemple, si je vous dis prix matière, prix outils, on sera dans, d'une part, des outils très cétimiens, au sens où on développe des outils, mais on va mettre des capteurs d'effort, mais on va demander à ce qu'on puisse faire des changements faciles de poinçon. On va avoir tout un tas de choses qui ne seront pas standards sur les outils classiques, donc un prix qui ne sera pas conforme. Si on parle de matière, ben nous, on ne va pas acheter 10 bobines. On ne sera pas sur une année à 50 bobines pour un client. On sera sur une bobine tous les 2 ans. On va acheter des tôles de 2,50 m x 1,250 m ou 3 mètres x 1,50 m. On va en acheter 10, 20. Donc, on aura des prix au kilo qui seront incroyables. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, on peut pas donner de prix. Cependant, ce qu'on peut dire en profilage, c'est que, par exemple, si on parle des galets, quand on a déjà une profileuse et qu'on veut changer de fabrication, on peut s'appuyer sur une partie du train de profilage, de la station de profilage, et changer les galets et rajouter d'autres postes de station de profilage. Et donc, dans ce cas-là, on a des coûts qui sont quand même réduits. Donc, on peut avoir 10, 20 000 euros de galets. Ce n'est pas des choses énormes. Mais par contre, les galets, ce sont quand même des aciers à outils de type 12% de chrome qu'on peut revêtir. Donc, ça reste quand même, qui sont trempés, revenus. Donc, ça reste quand même des prix. Mais globalement, on est dans des choses qui sont inférieures à, on regarde un outil d'emboutissage un peu complexe, à des outils d'emboutissage de même longueur, voire, voilà, c'est un concentré des outils d'emboutissage, c'est un concentré technique, d'ailleurs, c'est même pas la longueur qui fait le prix. Là, en profilage, on est en extensif, on peut avoir des stations, 10, 15 stations, jusqu'à 50 stations. Hein. Voilà. Donc, globalement, en profilage, on est moins cher qu'un outil d'emboutissage complexe. Et on est globalement également plus adaptable, à condition de rester dans le profilage, bien entendu. Voilà pour cette question. Ok, merci. Quelqu'un demandait, pour l'aspect humain de l'amélioration des performances des outils, existe-t-il une fiche de suivi type pour la maintenance des outils de découpe dans la base de données du CETIM? Alors, au niveau des fiches de suivi, au niveau de ce qui se passe en fabrication, nous, donc, en fait, on n'intervient pas de manière proche, jusqu'à présent en tout cas, dans la partie orga de l'entreprise. Par contre, on intervient par une partie qui me semble importante, qui est ce qu'on appelle l'analyse de défaut. Parce que quand on réfléchit, disons, à ce qui fait la valeur du savoir-faire de l'entreprise, c'est la compréhension et la maîtrise des défauts qui ensuite permet à celui qui a compris de se référer et également de transférer cette connaissance là.
Et nous, on a travaillé sur des fiches justement d'analyse de défauts. Et il existe alors, donc je réponds partiellement à la question, il existe des fiches d'analyse de défauts que l'on diffuse à nos entreprises qui permet de synthétiser, formaliser des analyses complexes de défauts, mais qui permet surtout de retrouver des analyses qu'on avait dans la tête et qu'on n'a pas pu diffuser, qu'on a oublié au bout de 15 jours, qu'on n'est plus capable d'expliquer correctement et qui risque de partir avec la personne d'expérience. Donc, sur le plan de cet axe particulier qu'est l'analyse de défauts qui me paraît central, au CETIM et notre équipe Maîtrise en fait, on est, je dirais, très profilé, très spécialisé là-dessus pour aider les entreprises. Et moi, je fais des actions aussi bien sous forme d'assistance technique où j'utilise ce genre d'approche et je laisse le modèle aux entreprises que dans des formations. J'ai 2 formations, analyse diagnostic de défaut niveau 1, niveau 2, où je laisse également, surtout la niveau 2, qui est que des études de cas que je fais faites par les entreprises. Et on utilise ces fiches pour synthétiser les résultats de l'analyse. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas la discussion possible, mais j'espère pas avoir répondu à côté. Merci. Encore une autre question. Peut-on évaluer une gamme d'emboutissage en dehors de la simulation et des essais? Alors, j'ai quelque chose qui m'a échappé, excusez-moi, dans une partie de votre question. Oui. Comment peut-on évaluer une gamme d'emboutissage en dehors de la simulation et des essais? Donc, donc l'évaluation, effectivement, une gamme d'emboutissage, évidemment, c'est parce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, la seule manière, autre manière d'évaluer, c'est ce que je reviens sur ce que j'ai dit en introduction sur l'approche des gammes aujourd'hui, c'est par l'expérience. Donc, aujourd'hui, les gens qui développent des gammes d'emboutissage, ce sont des gens d'expérience. Ils ont une sorte de sens inné, si vous voulez, de leur métier, à condition d'avoir eu une expérience. Donc, ils ont la pièce, ils ont en tête, ils ont en mémoire beaucoup de pièces qu'ils ont réalisées. Ils se rappellent des problèmes qu'ils ont rencontrés, ils se rappellent des gammes qu'ils ont rencontrées, et ils se disent, oui, cette pièce, je l'ai déjà réalisée. Bien sûr, elle a quoi comme variante? Elle a ça. Mais c'est le même matériau, elle est un peu moins épaisse. Elle fait ça en plus, mais bon, globalement, c'est la même. Donc, je vais me baser sur donc j'ai confiance en moi puisque j'ai déjà réalisé, j'ai la gamme derrière. Donc, c'est comme ça que je valide la gamme. Donc, c'est l'essentiel aujourd'hui de l'approche. Il ne faut pas se masquer les choses. Il n'existera pas, moi je n'ai pas peur de le dire, il n'existera pas avant longtemps, voire peut-être jamais, de système automatique de génération de gamme. Il y a des gens qui, je ne vais pas les citer, mais qui ont essayé de développer un outil automatique de gamme simple, qui avait commencé même à développer des logiciels de simulation d'emboutissage et qui ont travaillé pas mal d'années et qui ont arrêté. Voilà. Donc, non. Voilà. Par contre, je pense plus qu'à l'analyse de données, à la gestion des connaissances et à des méthodes d'analyse de gamme basées sur une sorte d'intelligence métier. Donc, je pense que ce n'est pas qu'une intelligence statistique, je pense qu'il faut mettre un peu du métier derrière, peut permettre d'avoir, hein, puisqu'on a quand l'entreprise d'hier, ils ont des milliers d'outils. Hein. Donc, je ne dis pas qu'il y a des milliers de gammes, parce que beaucoup de gammes se ressemblent, mais voilà, donc il y a de quoi pouvoir répondre à la question. Voilà. Ok, merci. Alors, je pense qu'on va conclure parce qu'on n'a pas de nouvelles questions qui est arrivée, sauf s'il y en a une qui arrive dans les toutes prochaines secondes. Si vous souhaitez entrer en contact avec un membre du CETIM, vous pouvez vous adresser à l'adresse mail qui est sur la diapositive. Donc, en bas de la diapositive, sqr@cetim.fr, ou si vous avez une question particulière que vous voudriez poser, que vous n'avez pas le temps de poser ou à laquelle vous n'avez pas pensé tout de suite. Le replay sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'ingénieur, donc vous pourrez revoir cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre.
Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.